Bonsoir et bienvenue pour cette édition. Dans l'actualité ce soir, la nuit du destin a été célébrée ce dimanche. Elle a permis aux fidèles musulmans de se retrouver dans les mosquées et autres places publiques du pays pour des séances de prière et d'adoration autour du thème le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu. Le projet filet socio-productif vise à améliorer les revenus des populations pauvres en milieu rural. Lancé en 2017 avec 5 000 bénéficiaires, il a atteint aujourd'hui 35 000 ménages jugés pauvres en Côte d'Ivoire. Quel est son impact sur les populations? Nous en parlerons dans cette édition. Les délégations américaines et sud-coréennes et nord-coréennes sont arrivées hier à Singapour dans le cadre du sommet entre les présidents Donald Trump et Kim Jong-un sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ces deux parties poursuivent les discussions. Demain mardi, le président américain et son homologue nord-coréen auront un tête-à-tête. Merci d'être avec nous pour cette édition. Les musulmans ont célébré hier la nuit du destin, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohammed, prophète de l'islam. Dans les mosquées et autres places publiques du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, la soirée a été consacrée à la prière et des moments d'adoration. Cette année, le thème choisi par le Conseil supérieur des imams est le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu. Pargasso Rokoni. Lecture coranique, louanges, chants liturgiques, conférences et prêches. Des temps forts qui ont marqué la nuit de Laylatul Qadr ou nuit du destin dans les communes d'Abobo, de Yopougon, de Cocody et de bien d'autres communes du district d'Abidjan. Nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Et cette nuit-là, les anges descendent, et même avec le général même des anges, qui est Ange Gabriel, avec la paix et avec beaucoup de bénédictions pour les humains. Imams, prédicateurs, guides religieux et conférenciers, en plus du thème officiel, ont développé plusieurs autres thèmes en vue de sensibiliser les fidèles sur l'importance de cette nuit. Le comportement des musulmans, d'être le pardon. Lorsqu'on te fait quelque chose, au lieu de répliquer, il faut pardonner. Dieu m'a confirmé ça dans le Coran. À ses côtés, il aime quelqu'un qui est gentil, il aime quelqu'un qui est ouvert à son frère. Les thèmes développés par les guides religieux, bien accueillis par les fidèles. Nous devons pardonner à nous-mêmes d'abord, et à ceux qu'on a offensés, et à ceux aussi qui nous ont offensés. C'est pourquoi parler du pardon, c'est une grâce. Le pardon, c'est l'élément fondamental de toutes sortes de réconciliation. Pour aller à la paix, il faut d'abord le pardon. Je crois que le thème est bienvenu, que Dieu nous accorde ses mérites. La nuit destin est une nuit d'adoration, une nuit de prière et de partage. Ils sont venus prier pour la paix, prier pour, n'est-ce pas, la stabilité au sein de la Côte d'Ivoire, mais prier aussi pour la réconciliation. La nuit du destin, au-delà des prêches et des conférences, est également un moment privilégié pour la prière. La nuit étant importante, il y a de très fortes chances que tous nos actes soient agréés par le Seigneur le Très-Haut, que nous fait don, que nous fait grâce de cette grande nuit-là, de cette nuit exceptionnelle. On doit prier car c'est une nuit qui est bénie et c'est une nuit qui est remplie de bénédictions. Le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu, c'est le thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. La nuit du destin représente plus de 1000 nuits d'adoration. Comment a-t-elle été vécue par les fidèles de la communauté musulmane d'Abidjan Sud et banlieue, sortis massivement pour témoigner leur attachement à Allah? Des réponses avec Serge Coléa. La communauté musulmane de Marquerie-Remblai en communion autour de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. À la mosquée Madina, le guide religieux, l'imam Amidou Kone et le conférencier du jour invitent les fidèles au pardon mutuel. Il les appelle également à la soumission à Allah, le miséricordieux, pour bénéficier des mérites de cette nuit qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. Notre message pour les fidèles et pour la communauté entière, nous les appelons à l'unité, au pardon, comme cela a été le thème choisi aujourd'hui par notre cheikh Boakar Fofana, le Ramadan et le pardon. Après Marquerie, cap sur Koumassi, au carrefour principal de la grande mosquée. Difficile de se frayer un chemin. Les fidèles musulmans
ont investi par milliers le site où se déroulent plusieurs conférences éclatées. L'imam Youssouf Konaté, dit à Kokagbe, a instruit les fidèles musulmans sur la valeur de la nuit du destin et l'attitude à adopter pendant le mois du Ramadan. Les 1000 mois, ça nous fait 83 ans et 4 mois d'adoration. Nous retrouvons ces bénédictions dans une nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Donc c'est une nuit qui est très valeureuse. À Grand Bassam également, les fidèles ont répondu à l'appel de leur guide religieux. L'imam de la grande mosquée Adiatou Sanogo a prôné la paix entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Que la paix soit régnée en Côte d'Ivoire ici. S'il n'y a pas paix, il n'y a pas la tranquillité. S'il n'y a pas paix, il n'y a pas la prière. À quelques encablures de là, précisément à la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, le message délivré par l'imam Moussa Dramé s'inscrit dans la même veine. Nous avons demandé à l'ensemble des Ivoiriens de cultiver la notion de pardon. Il faut pardonner, car Dieu lui-même pardonne. Ces invocations que nous avons faites. Et nous avons demandé aussi aux Ivoiriens d'être vigilants, de prier pour la paix. La paix n'a pas de prix. Après la nuit du destin, les fidèles musulmans poursuivent le Ramadan qui tire allègrement vers sa fin. Voyons à présent l'ambiance qui a régné lors de la célébration de la nuit du destin à Yopougon, Abobo, Koumassi et Méagui, des communes que nos reporters ont sillonnées. Yopougon, célébration de la nuit du destin. Les fidèles musulmans ont répondu massivement à l'appel du Conseil supérieur des imams de Yopougon pour commémorer cette nuit durant laquelle le Saint-Coran fut révélé et qui vaut 1000 mois d'adoration. La communauté musulmane s'est donc mobilisée pour bénéficier des mérites de cette nuit. Le sacrifice en islam et ses bénéfices, c'est le thème de la conférence animée par l'imam Adam Diabaté. Il a invité les fidèles à suivre les prescriptions du Coran et à s'approprier les valeurs de partage, de solidarité, de paix et de cohésion. Réunis autour de leur guide religieux, les fidèles musulmans de la mosquée Belleville dans la commune d'Abobo sont sortis massivement pour célébrer la nuit du destin au Laylatul Qadr, une nuit équivalente à plus de 1000 mois de prière, d'adoration et de bénédiction. L'imam Cheikh Soufi Mustafa Sogodogo a saisi ce rendez-vous spirituel pour exhorter les fidèles musulmans à la culture du pardon, à la cohésion sociale et à la réconciliation, et surtout à la pratique de la piété. La nuit de la destinée, un moment de spiritualité dont la valeur excède plus de 1000 mois d'adoration continue. Un moment mis à profit par la communauté musulmane de Bondoukou vivant dans la commune de Koumassi. Ici, c'est l'aspect traditionnel qui a été choisi. L'imam Abdoulaye Bamba a prêché sur le partage, le pardon et l'amour du prochain. Pour lui, cette nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé doit être mise à profit pour être en contact avec Allah. El Hadj Abdoulaye Bamba exhorte les fidèles musulmans à la crainte d'Allah. Les fidèles musulmans venus de plusieurs communes du district d'Abidjan ont été plongés dans un moment de méditation et d'invocation. La clé de la spiritualité. Des prières pour une paix définitive en Côte d'Ivoire et pour des élections locales apaisées. La communauté musulmane de Miyagi s'est retrouvée à la grande mosquée de la ville pour célébrer la nuit de la destinée. Une célébration marquée par une conférence animée par l'imam Sanogo Ibrahim. Au cours de son intervention, le guide religieux a invité l'assistance venue en grand nombre à la préservation de la foi. L'imam Sanogo Ibrahim a demandé aux fidèles musulmans de demeurer dans le partage, la solidarité et l'amour du prochain. À la suite de l'imam central de la grande mosquée de Miyagi, le sous-préfet Aboubakari Koni a salué l'engagement de la communauté musulmane à œuvrer pour la paix. L'autorité préfectorale a invité les guides religieux et les fidèles musulmans à multiplier les prières pour assurer à la Côte d'Ivoire une paix durable et un développement harmonieux. Dans la nouvelle commune de Ndoussi, les musulmans sont sortis nombreux pour cette nuit qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. Dans les différentes mosquées visitées par les autorités de la ville, les fidèles ont fait des évocations, des prières et des méditations à l'effet de récolter les mérites de cette nuit spirituelle. Puis ont été appelés à la culture de la cohésion, de l'amour du prochain et du vivre ensemble. Les guides religieux des différentes mosquées visitées par les autorités de Ndoussi et l'ensemble de leurs fidèles n'ont pas omis de prier pour le chef de l'État et son gouvernement. Ainsi se referme la page consacrée à la nuit du destin.
Un panel stratégique s'est tenu au cours de la 3e édition de l'Africa Road Builders Trophée Babacar Ndiaye. L'événement a vu la distinction du président kenyan Uhuru Kenyatta et s'est déroulé en marge des assemblées annuelles de la BAD à Busan, en Corée. Plusieurs experts africains ont planché sur le rôle des investissements dans les infrastructures routières. Cheikh Kony. Investir dans les infrastructures routières est essentiel pour s'attaquer aux problèmes de réduction de la pauvreté et stimuler le potentiel de croissance de l'Afrique. C'est en substance les recommandations des experts africains et européens présents à ce panel stratégique. Il va falloir compter sur une augmentation considérable des besoins de financement, mais je pense que le vrai problème que nous avons, c'est vraiment la qualité des projets qui sont préparés. Quand il y a des bons projets préparés, normalement, on trouve toujours le financement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est engagée sur un vaste programme. Il y a plus d'une trentaine de projets de construction de routes et des infrastructures routières qui sont en cours actuellement. Et grâce à ces projets, nous espérons améliorer sensiblement le niveau des infrastructures routières. Malheureusement, en Afrique, ce déficit structurel en infrastructures constitue un sérieux handicap à la croissance de plusieurs économies. Selon la Banque africaine de développement, ce déficit est en nette augmentation. Il est estimé à un peu plus de 85 000 milliards de francs CFA par an. C'est donc à juste titre qu'a été initiée cette cérémonie de distinction pour encourager l'investissement dans les infrastructures en Afrique. Pour sa 3e édition, le super prix Grand Bâtisseur Trophée Babacar Ndiaye est revenu au président kenyan Uhuru Kenyatta. Il faut dire que depuis ces 5 dernières années, nous avons réalisé beaucoup de projets dans le domaine des infrastructures. Et cela s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique de développement qui s'étend jusqu'en 2030. L'objectif, c'est de promouvoir de bonnes routes, des routes développées et des transports développés pour l'Afrique. Et vous voyez que nous sommes ici en Corée et la Corée nous donne de très beaux exemples en matière de développement de routes et de transport. L'Africa Road Builders Trophée Babacar Ndiaye consacre tous les ans un chef d'État africain au cours d'une cérémonie de distinction qui se tient en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en 2016, à la première édition de ce prix international tenu à Lusaka, en Zambie, le président Alassane Ouattara a remporté le super prix Grand Bâtisseur de l'Africa Road Builders. Une autre rencontre s'est ouverte cette fois à Abidjan. Elle a réuni les personnels en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et munitions dans les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces participants réfléchissent à la problématique de la prolifération des armes légères et de petits calibres dans l'espace CEDEAO. Abou Sanougou. Une rencontre de coordination pour aider à établir les normes conformes aux standards internationaux pour le contrôle des armes que détiennent les forces armées des pays membres de la CEDEAO. Les personnels en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et munitions dans les États membres de la CEDEAO apportent des solutions durables à la menace pour la sécurité humaine et la stabilité des États de l'espace économique du fait de la gestion inappropriée des stocks d'armes légères et de petits calibres, de munitions et d'explosifs, ainsi que du fait des faiblesses relevées dans la gestion des dits stocks et munitions. Cette rencontre vient permettre aux experts de la CEDEAO de trouver des solutions aux problèmes de stockage des armes légères et de petits calibres. Nous avons l'obligation de prendre une part active dans la mise en œuvre de notre convention sur les armes légères, de protéger nos États, nos concitoyens, de protéger nos acquis et de les préserver, afin d'assurer un développement harmonieux et de permettre à toutes et à tous de vivre dans un environnement sain et paisible. Il est temps de prendre des mesures pour améliorer la gestion et la sécurité des stocks d'armes et de munitions, afin d'empêcher le détournement de ces armes et munitions qui alimentent le marché illicite. Tous ont insisté sur l'absolu renforcement des mécanismes de contrôle pour assurer la transparence efficace des transferts d'armes, la tenue de dossiers, le marquage et le traçage des armes, ainsi que la sécurité du stockage des armes et munitions. Par ailleurs, la division armes légères a informé les participants de l'exécution à partir du mois d'octobre 2018 du projet de formation d'environ 200 spécialistes sécurité physique et gestion des stocks au centre de formation régional basé au Nigeria.
Venons-en au dossier de ce jour. Lancé en 2017 avec 5 000 bénéficiaires, le projet Filet socio-productif a atteint aujourd'hui 35 000 ménages jugés pauvres en Côte d'Ivoire. Ce projet est un pan de la stratégie nationale de protection sociale et vise à améliorer les revenus des populations pauvres en milieu rural à travers l'octroi d'allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA. Quel est aujourd'hui son impact? Élément de réponse avec Soro Corona. Débutée en 2011 et finalisée en 2013, la stratégie nationale de protection sociale a été adoptée par le gouvernement ivoirien en mai 2014. Cette stratégie vise à mettre sur pied des mesures publiques en vue de réduire la vulnérabilité des populations et garantir la dignité humaine pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Le projet Filet socio-productif constitue le substrat de cette politique nationale de protection sociale. Il vise à améliorer les revenus des ménages jugés pauvres à travers l'octroi d'allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA, soit 12 000 francs par mois. Le Béké, le Kabadougou et le Tonkpi ont été les régions retenues par la phase pilote prenant en compte 5 000 bénéficiaires dans 56 villages. Le projet attend prendre en compte 35 000 ménages pour une durée de 3 ans. Le projet Filet socio-productif et particulièrement les transferts monétaires que permet ce projet peuvent effectivement donner la chance à des bénéficiaires de changer positivement leur vie. Les premiers bénéficiaires ont commencé à percevoir leurs allocations depuis mars 2017. Le passage à l'échelle avec une vague de 10 000 ménages supplémentaires constitue pour nous une étape très importante. Kouloya Amoui, la soixantaine révolue, est veuve depuis une décennie. Elle s'est lancée dans l'élevage de la volaille après les premiers paiements. Cette veuve fait partie des 108 bénéficiaires d'Akanzakourou, village de la commune de Bouaké. Avant, je ne prenais que 50 poussins. Mais avec les premiers paiements, je me retrouve avec 500 poussins. Les filets sociaux m'ont vraiment aidé. Kwakou Nguessan, lui, est du village de Kondoukourou, dans la sous-préfecture de Guébounois. Il a investi ses premières allocations dans sa petite pocherie. Quand je reçois un peu, au lieu de peut-être aller boire quelque part, je préfère agrandir un peu ma pocherie. Chaque fin du mois, je paye des aliments pour les nourrir. À côté de ces bonnes pratiques individuelles, les bénéficiaires ont décidé de se constituer en groupe et en association. L'État dit que quand on est regroupé, alors c'est là qu'on peut nous aider. Et quand on vend nos produits, alors on collecte, en tout cas nous cotisons de l'argent pour faire une caisse. L'argent de la caisse, nous épargnons ça pour pouvoir demander à soit une structure bancaire et de nous accompagner dans nos projets. Avant où on n'était pas ensemble là, on n'avait rien. À cause des projets là, vraiment on s'en sort. Ce qu'on ne peut pas faire avant, maintenant on arrive à faire. Le projet Filet socio-productif a aussi aidé de nombreuses familles à faire face à leurs difficultés. Scolarisation, établissement de documents administratifs et soins de santé. Ce deuxième versement a permis que je puisse avoir l'extrait de naissance de mes enfants. Je n'avais pas d'argent sur moi. C'est pourquoi je n'avais pas l'extrait. Quand on a commencé à recevoir cette allocation-là, ça nous a beaucoup aidé. J'ai des enfants qui vont à l'école et il faut nourrir la famille, il faut prendre soin des enfants. De manière individuelle et collective, les bénéficiaires travaillent pour sortir de leur situation de précarité. Nous avons l'idée de créer une ferme et pour que ça prenne la relève après le projet. Si le projet finit, on continue l'association. C'est grâce à ça on peut mettre les enfants à l'école. Les femmes qui sont dedans là, maintenant là, si on a des problèmes, on se voit entre nous, on règle ce problème, personne ne sait. Si ces bonnes pratiques sont à saluer, le coulement des productions pose problème. Pour faire là, c'est facile, mais pour vendre là, on a des problèmes. On dit au projet de nous aider pour avoir des bons acheteurs, pour payer notre manioc. L'enveloppe du projet Filet socio-productif est de 25 milliards de francs CFA, un montant entièrement financé par la Banque mondiale. Au vu de la bonne exécution de ce projet, le premier du genre en Afrique de l'Ouest, la Banque mondiale vient d'octroyer une rallonge de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a tenu la 4e édition de sa traditionnelle cérémonie dénommée After Work. Ce rendez-vous a permis de présenter le projet de la cartographie de la diaspora ivoirienne, projet qui vise à recenser tous les Ivoiriens de l'extérieur. Laurent Sachaud, Herman Guivi. Selon le recensement général de la population de l'habitat RGPH 2014,
Environ 1 240 000 Ivoiriens vivent à l'extérieur. Le projet de cartographie de la diaspora ivoirienne était au cœur de la 4e édition de l'Afterwork, organisée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cet important projet qui est de cartographier la diaspora ivoirienne a commencé dans 3 pays pilotes, la France, les États-Unis et le Sénégal. Et c'est un projet qui va travailler à nous donner une bonne vision d'ensemble de toute la diaspora ivoirienne dans ces différents pays. Parce que la première destination des Ivoiriens, c'est la France, avec autour de 60% des représentations. Ensuite, les États-Unis, où il y avait autour de 21% d'Ivoiriens. Et il fallait choisir un pays africain. On a choisi le Sénégal par rapport aussi à la qualité et au nombre d'Ivoiriens qui résident au Sénégal. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien, quel que soit son statut. Et notre rôle, c'est de ne pas utiliser cet outil-là à d'autres fins qu'à des fins purement statistiques. L'Organisation internationale pour la migration, OIM, accompagne le projet. C'est un projet qui a permis justement le développement et le déploiement de cet outil assez important qui nous permettra in fine à la longue de disposer de données qualitatives et quantitatives sur la diaspora ivoirienne. C'est avec grand plaisir que nous accompagnons le gouvernement à travers le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sur ce projet. Et nous sommes disponibles et disposés à continuer cet appui-là pour que véritablement on puisse aboutir à une bonne gestion de la migration. Un des objectifs majeurs du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, étendre le projet à plusieurs autres pays. En politique, les membres des instances du PDCI-RDA de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro étaient en conclave dans la dite ville à Yamoussoukro. Au menu de la rencontre, l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment le parti unifié et la révision de la liste électorale. Ils soutiennent le président du parti, Henri Konan Bédié, dans toutes les initiatives menant vers la création du parti unifié RHDP et invitent tous les militants à participer massivement à la révision de la liste électorale. Kader Sogodougou. Les cadres du PDCI-RDA, originaires de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro, avec à leur tête les vice-présidents Jano Aousso Kouadio, Lambert Kwasi Kounan, Allah Kouadio Rémi et la secrétaire exécutive Raymond Goudou Kofi et de nombreux militants étaient en conclave à Yamoussoukro. Plusieurs points à l'ordre du jour des participants, notamment la question du parti unifié et le recensement électoral. Au sortir de cette rencontre, toutes sont unanimes. Il faut apporter un soutien indéfectible au président Henri Konan Bédié pour la création du parti unifié RHDP. Depuis 2005, fait chemin ensemble parce que nous avons considéré que notre intérêt était d'être ensemble et que nous n'avons pas eu tort de le faire puisque le pays a repris ce qui lui manquait, c'est-à-dire la paix, la sécurité, le développement. Et aujourd'hui, constatant cela, les responsables ont décidé d'aller un peu plus loin en créant un parti. Les membres des instances du PDCI-RDA du Bélier et de Yamoussoukro ont aussi invité tous les militants à se faire inscrire sur les listes électorales. Dans cette partie du pays, un comité électoral présidé par le vice-président Lambert Kwasi Kounan a été mis sur pied. Il aura pour mission de préparer toutes les élections locales, municipales et régionales s'entend. Le RHDP invite les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale du 18 au 24 juin prochain. Les cadres du RHDP de la région des Grands Ponts ont lancé la mobilisation à Dabou. Ils appellent à faire du porte-à-porte pour la réussite de l'opération. Moussa Konati. Le rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix à la conquête des nouveaux majeurs. Les cadres de la coalition au pouvoir de la région des Grands Ponts sonnent la mobilisation à Dabou. La délégation conduite par Claude Isaac D, membre du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, sensibilise les populations à participer massivement à l'opération d'enrôlement. Le parti unifié trouve sa source dans le prolongement de l'appel de Daoro, invitant tous les enfants du père fondateur Félix Houphouët-Boigny à faire la paix, afin de se retrouver dans une même maison pour préserver l'héritage commun et poursuivre ensemble le développement de la Côte d'Ivoire. Le parti unifié RHDP est bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous devons tous nous approprier
cet important projet et nous impliquer sans aucune réserve dans sa mise en œuvre. Tous les militants et toutes les militantes du PDCI RDA, du RDR, de l'UDPCI, du MFA, du PIT, tous les partis du RHDP, faites du porte-à-porte pour inciter nos parents, nos frères et nos sœurs à se faire enrôler. Un appel donc à l'engagement individuel et collectif. Les responsables des partis membres du RHDP de la région, prêts à jouer leur partition. L'enjeu pour le RHDP et à travers le RHDP et l'UDPCI, c'est de mobiliser le plus grand nombre de jeunes et de personnes qui n'ont jamais voté parce qu'ils n'ont pas eu de pièces pour une raison ou une autre, les amener à s'inscrire sur la liste électorale et les utiliser ou leur demander de faire le bon choix, le choix utile. Ensemble, nous allons déployer deux stratégies. Une stratégie pour la ville et une autre pour les villages. En ville, nous allons, avec les responsables des partis, faire du corps à corps dans toutes les concessions. On passera dans toutes les cours pour recenser tous ceux qui sont les nouveaux majeurs. Selon l'INS, nous estimons ces jeunes-là à peu près 2 900 000 personnes qui doivent rentrer sur la liste électorale. C'est cette population qui est ciblée. En plus des nouveaux majeurs, nous avons des personnes pour des raisons quelconques qui ne sont pas sur la liste électorale. Toutes ces personnes sont ciblées. Le RHDP veut obtenir le maximum de sièges aux futures élections municipales et régionales. L'enrôlement des nouveaux majeurs, cœur de cible de l'opération, est une étape importante à franchir. Le parti unifié RHDP, la révision de la liste électorale, était à l'ordre du jour d'une rencontre du Rassemblement des Républicains. Les militants du RDR se sont rendus massivement à l'ancien stade de Boaké pour entendre le secrétaire général adjoint du parti chargé du monde des transports, le ministre Amadou Koné. Kader Sogodougou. Ancien stade de Boaké, forte mobilisation des militants du RDR dans le cadre de la tournée de sensibilisation initiée par la direction de leur parti. Dans le Béquet, le chef de délégation, le secrétaire général adjoint du RDR chargé du monde des transports, le ministre Amadou Koné, a invité l'ensemble des militants à rallier la cause du parti unifié RHDP. Une vision du président d'honneur du parti, le docteur Alassane Ouattara, source de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Il est important que nous ayons un parti unifié, un parti solide. Il est important que nous travaillions à ce qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité. Ce sont les préalables au développement. Boaké, ici, sait ce que c'est que la stabilité, ce que c'est que la paix. À Boaké, le RHDP est une réalité et le mot d'ordre du RDR sera respecté. Au moment où se profile les municipales et régionales de 2018, le RHDP dans le département de Boaké doit être recalqué pour reprendre des forces pour battre tous ses adversaires aux prochaines jours. La jeunesse du RDR entend jouer sa partition. La jeunesse mobilisée est venue pour apporter son adhésion totale et inflexible au RHDP unifié. Le RHDP aujourd'hui, c'est un creuset de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes panafricains, nous avons tout fait pour faire une très forte mobilisation. À Boaké, le ministre Amadou Koné a été soutenu dans sa tâche par le ministre Sidi Touré, cadre du RDR, et par le ministre Jean-Claude Kouassi, cadre du PDCI RDA. Tous ont invité les militants à s'enrôler massivement sur les listes électorales pour le triomphe de la démocratie lors des élections à venir. Sous d'autres cieux, à la veille du sommet entre les présidents Donald Trump et Kim Jong-un, les discussions se poursuivent entre les deux délégations américaines et nord-coréennes. Le chef de la diplomatie américaine a donné une conférence de presse. Mike Pompeo a une nouvelle fois fait part de son optimisme. Il a rappelé que l'objectif des États-Unis reste la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. Fin de citation. Donald Trump et Kim Jong-un ont donc rendez-vous à 9h, 1h temps universel, ce mardi 12 juin. Ils commenceront par un entretien en tête-à-tête qui pourrait durer jusqu'à 2 heures. Les ports espagnols de Barcelone et de Valence sont prêts à accueillir l'Aquarius, le navire battant pavillon allemand.
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a refusé lundi matin que ce navire de sauvetage transportant 629 personnes, dont 123 mineurs, accoste sur les côtes italiennes. Depuis samedi, l'Italie et Malte se rejettent mutuellement la responsabilité de l'accueil du bateau. Fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.